Bonsoir, rebonsoir. Donc, on va enchaîner notre dernière session qui est une table ronde. Donc, effectivement, vous avez devant vous une table ronde. Et je serai l'animateur de cette table, Laurent. Et donc, pour pouvoir travailler autour du sujet SLO, SLA, SLI sont dans un bateau, j'ai demandé à Frédéric et à Shai d'assister à cette table, sachant qu'on a besoin aussi de vos questions. On aimerait bien être en présentiel pour que ça soit vraiment une table avec beaucoup d'interactivité. Et je vais laisser Frédéric se présenter. Et puis après, je poserai ma première question. Frédéric et Shai, bien sûr. Ok, et ben bonjour à tous. Donc c'est la première fois que je suis parmi vous aujourd'hui. Je suis ravi. Je m'appelle Fred. Voilà, j'ai 45 ans et je travaille chez Blablacar depuis 2 ans et je suis senior ACRE chez Blablacar. Et donc on a en charge tous les sujets d'observabilité, d'alerting, de reliability évidemment et les SLO font partie de ce scope. Et on va en parler, je pense. Shai. Du coup, voilà, moi c'est Chandra, je suis en cours, je suis chez Mano Mano depuis 2 ans. Je suis aussi senior SRE, plutôt focus sur le début sur les deliveries, le côté feature team et tout. Et là, je fais acte représentation pour Clément de la Pulse par rapport au sujet SLO, qui sont des sujets importants par rapport à l'observabilité de nos applications et tous nos microservices. Donc, première question, effectivement. Donc, l'intitulé, c'était SLO, SLI, SLA. Enfin, pour vous, c'est quoi chez vous? Enfin, globalement, quel est l'acronyme que vous utilisez et qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric? Alors pour nous, on en utilise 2 sur 3. SLI et SLO. On n'utilise pas SLA. Je vais expliquer pourquoi. Donc le SLI, c'est une mesure, c'est juste enfin, comme par exemple un usage CPU, une latence d'une requête HTTP, ce genre de choses. Et donc ça, c'est l'indicateur, c'est le SLI. Et le SLO, c'est l'objectif qu'on se donne pour cet indicateur sur un intervalle de temps donné. Et le SLA, c'est en gros la même chose que le SLO, sauf qu'il y a un aspect contractuel, commercial avec. Genre, si on ne respecte pas son objectif, eh bien, on a des pénalités financières. Et vu que chez Blablacar, on utilise les SLO pour, comment dire, en termes d'objectifs sur nos microservices, donc au sein même de Blablacar, on ne va pas se faire payer nous-mêmes. Donc, en gros, on n'utilise pas les SLA, mais on utilise les SLI et SLO. Et donc, Shai, chez Mano Mano, Alors, on utilise quoi comme alors, vocable? c'est comme SLI et SLO. En fait, on va beaucoup parler de SLO, alors que en fait, c'est un abus de langage. En vrai, ce qu'on est en train de regarder, c'est notre SLI. Et en fait, notre SLO est rouge parce que notre SLI est pas bon, quoi, pour simplifier. Le SLO, c'est par exemple, on veut qu'il y ait 99,99% d'uptime sur notre service. Et bien, quand il est rouge, en vrai, c'est parce qu'on a mesuré que notre SLI, on était plutôt à 98,9% de dispo. Ok. Puis voilà, Frédéric a donné l'exemple du CPU pour pas perdre tout le monde, je pense, mais les classiques sur les SLI, quand tu es en termes de microservices, ça va être d'axer sur, par exemple, la latence de ton microservice, le taux d'erreur, c'est-à-dire sur X appels, combien de réponses 200 tu as, combien de 500 ou de 400 tu récupères. Et tu fais une espèce de formule un peu magique pour sortir un chiffre à la fin qui te plaît ou pas. Et à toi, pour chaque microservice, de définir quel est ton seuil d'acceptation de ces erreurs. C'est-à-dire que pour un microservice qui va t'envoyer tout le catalogue mano mano, tu acceptes qu'il réponde en 5 secondes. Par contre, pour quelqu'un qui va ajouter un panier, tu veux qu'il réponde en moins d'une demi-seconde. Ce genre de choses. Ok. Je vais peut-être trop dans les détails, je sais pas. Non, non, mais et sur la démarche en général, donc c'est-à-dire cette mise en œuvre. Enfin, je comprends que je connais un petit peu Mano Mano, mais effectivement, en lisant le post de Blablacar à ce sujet-là, c'est une démarche qui a été de conception, qui a été de mise en œuvre, de déploiement. Enfin, c'est un long chemin ou c'est quelque Ouais. chose qui se fait comment? De façon. À un moment, on a décrété qu'il fallait le faire. Enfin, comment vous l'avez mis en œuvre chez Blablacar?
Alors oui, c'est un long chemin parce qu'en fait, c'est plus long d'ailleurs que ce qu'on aurait imaginé au début parce qu'en fait, en vrai, il y a pas mal d'équipes alignées. Parce que si on veut que les SLO ils aient un sens, tout le monde mesure de la même façon, avec les mêmes fenêtres d'évaluation, c'est-à-dire 30 jours, 90 jours. Enfin, finalement, tout marche, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Et il y a énormément de communication à faire avec le produit, les équipes tech, les devs. Donc, il y a beaucoup de gens à synchroniser et aligner sur une démarche commune. Ça prend du temps. Ensuite, on partait de zéro. Il n'y avait rien, il y avait rien au départ. Enfin, on avait du monitoring, bien sûr, mais on avait des essais libres. Mais il n'y avait pas de framework existant. On partait from scratch. Donc, on a fait un POC avec deux, trois équipes. Et puis, on a itéré. Ensuite, on est arrivé à une solution qu'on a considérée suffisamment correcte pour être ensuite diffusée au sein de Tool Engineering. Donc, la globalité de la démarche, ça a pris un petit peu plus d'1 an. Je pense qu'on a mis 4 mois pour faire le POC. Et ensuite, on a mis entre 6 et 9 mois pour onboarder toutes les teams de dev. Donc, la dernière team a onboardé le truc sur 9 mois. Alors, comme en fait les SLO, c'est des indicateurs qui sont sur des échelles de temps qui sont assez grandes, genre 30 jours, 90 jours. Ça prend du temps parce que du coup, on a besoin d'avoir des datas et donc il faut attendre. Et donc, ça prend du temps parce qu'on ne fait pas ça tous les jours, bien sûr. Mais on laisse du coup courir le système pendant 2 semaines, 3 semaines, puis on regarde les chiffres au bout de 3 semaines. C'est pour ça que c'est une démarche qui finalement est assez longue. Par le nombre de gens à synchroniser et parce que ça ingère des données, il faut les traiter, il faut attendre un peu. Enfin, pour nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, quoi. Ok. Alors là, vous avez vu surgir un nouvel intervenant, qui est Clément, que je vais laisser se présenter, parce que n'est que la doublure de Clément, pour la table ronde. Mais je pense que Clément nous a rejoint, c'est sympa. Il avait un impératif familial, mais il a pu se libérer Exactement. à la dernière minute, c'est très cool. Donc Clément, je te laisse te présenter rapidement et je vais reposer la même question puisque Frédéric vient de répondre à comment on a mis en œuvre ces stratégies de SLI et SLO chez Blablacar. Combien de temps ça a mis, quelle était la démarche qui a été utilisée. Donc Clément, je te laisse te présenter très rapidement et puis Shai ou Clément répondre à cette démarche chez Mano Mano. Pas de problème. Bon, alors, Shai est ma doublure, mais je suis la doublure de Shai aussi, hein, donc ça, c'est pour la petite présentation. Je m'occupe plus des sujets d'observabilité, voilà, chez Mano Mano. Et de là, descendent d'autres sujets comme la gestion d'incidents, le chaos engineering, et plein d'autres choses comme la performance applicative, et aussi le FinOps. On a mis en place des SLO depuis un moment assez tôt, mais on l'a fait de deux manières, deux approches. Il y a une approche très automatique, donc quand on crée une nouvelle application, qu'on la déploie, donc on utilise beaucoup d'infra as code et de YAS, on vient poser automatiquement et on crée des SLO automatiquement. Du coup, des SLO très naïfs sur donc des indicateurs très basiques. Donc ça peut être juste de la disponibilité. Finalement, on va faire des SLO de disponibilité puisqu'on va aller regarder des métriques qui peuvent correspondre aux requêtes en succès versus les requêtes en erreur et ce genre de choses. Souvent, ce qu'on demande aux équipes et aux feature teams quand ils font des SLO, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle le user journey. Et ils vont penser à un SLO, définir un budget, sur plus une expérience utilisateur qui est plus riche que simplement le service marche et ne marche pas, quoi. Donc on automatise et on crée des SLO comme ça, de facto, sur des choses très bêtes, le service marche pas. Et puis on en a du coup, on en a fait avec les feature teams, mais ça correspond réellement à ce que fait le service. Et on les a accompagnés là-dessus, au sein de mon équipe. Et puis on en a créé sur nos applications qu'on appelle majeures chez nous. Donc on a le site web qui est vu par nos clients et celui qui permet donc d'acheter. Celui-là, on le traque avec deux SLO qui sont des SLO qu'on va présenter même toutes les semaines dans un comité opérationnel où on va pouvoir expliquer
on va pouvoir expliquer comment s'est déroulé la semaine précédente et s'il y a eu des incidents et ce genre de choses. Donc le premier SLO est un SLO justement de pure disponibilité. Et puis le second est un SLO d'état de santé du service. Alors l'état de santé, du coup, c'est une notion qui est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fait une définition qui est à peu près différente pour chaque service. Mais pour nous, la santé d'un service, c'est une composante de plusieurs choses, mais surtout deux choses. La dispo, justement, et la latence. Et on vient vérifier, en plus de est-ce que mon service marche ou marche pas, est-ce qu'il répond suffisamment vite. Et voilà. Ça permet d'avoir déjà une idée des conditions opérationnelles. Pour savoir s'il est disponible, on va utiliser, et pour être au plus près de ce que vivent les utilisateurs, on va utiliser ce qu'on appelle des sondes synthétiques, des probes. Et on vient vérifier avec des assertions plus ou moins complexes si le site fonctionne. Donc en fait, on va attendre un retour de code HTTP, mais on va aussi regarder dans la réponse si c'est bien une page HTML et si ça contient bien un bout de, par exemple, une balise qui est attendue, pour bien être sûr que ce soit bien le bon contenu aussi. Ça, c'est pour la disponibilité. Et la latence, donc on va juste vérifier qu'on ne dépasse pas une certaine durée. Et ça peut être, par exemple, des choses même très lâches. On peut aller vérifier si on est juste, on répond en moins de 2 secondes. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Après, on va après, à chaque fois, par itération, on va redescendre un petit peu la barre pour challenger les équipes. Alors ça, voilà, c'est le SLO de santé. Ce qu'on fait dans le SLO de santé du site global, c'est qu'on rajoute une troisième valeur, qui est une valeur plus business, toujours sur le SLO de santé. Et cette valeur business, c'est notre BV. Est-ce qu'on continue à faire du chiffre d'affaires? Et pour ça, donc dans ce SLO, on vient en plus regarder un moniteur qui regarde si on n'a pas une chute du BV, si on n'a pas un drop de BV. Et on détecte ces anomalies. Donc quand on se rend compte qu'on ne vend plus, c'est que la plateforme, pour nous, n'est plus en bonne santé. Et donc voilà, ça c'est ce gros SLO global. Et il faut que je m'occupe de ma fille, parce que j'entends qu'elle hurle. Donc je vais passer la main à quelqu'un, puis je pourrai reprendre d'autres questions après. À ta doublure. T'inquiète. Ah, Merci, voilà. Clément. Donc, merci Clément. Justement, tu as abordé un petit peu la notion d'outils. Donc, Frédéric, chez vous, comment vous avez outillé cette mise en œuvre de SLI, SLO, au niveau, on va dire, plutôt SRE, et comment après vous restituez ces informations aux personnes qui ont besoin de voir et de suivre ces SLO? Alors c'est marrant parce que donc, Clément parlait de probe et nous on n'utilise pas trop les probes, si ce n'est dans un use case particulier pour les bases de données. Mais sinon, nous la source de métriques c'est Istio. Donc tous nos workflows sont sur Kubernetes, sur Google Cloud. Donc on utilise Kube et on utilise Istio comme service mesh. Et du coup l'avantage d'Istio c'est que en fait dès qu'il y a un nouveau service qui pop, on a les métriques directes. Euh, et on peut breakdown les routes avec les virtual services d'Istio, donc c'est assez cool parce que du coup, un slash API, on peut directement le caractériser, avoir le tag qui va bien. Tout ça, c'est scrappé par Prometheus. On a derrière un stockage Thanos qui fait la rétention long terme, euh, des Grafana en termes de visu. Et après, du coup, tout l'aspect SLO déclenche des alertes sur justement la consommation de leur budget. Et du coup, ça, c'est géré par l'alert manager qui catch de Prometheus, qui cache les métriques de Prometheus. Enfin, Prometheus pousse les alertes vers l'alert manager. Enfin, assez classique comme stack d'observabilité. Ok. Et Shai, Et donc, puisque tu remplaces Clément, là, au pied levé. Notre stack technique, pour faire, C'est Clément du- l'a un petit peu c'est du- abordé, mais effectivement, qu'est-ce qu'on c'est utilise? Alors, je crois que il y a pas mal de trucs qui ont été faits à la main au départ, notamment pour les sites principaux, les trucs accès, enfin, on va dire le mano SF, enfin, vraiment le frontal principal. Et je crois que tout ça, ça a été réimporté dans notre IAC dans Terraform a posteriori. Et comme il disait, on a fait pour donner en fait, notre IAC, grosso modo, pour dire simple, on a une espèce de moteur, quand on a un nouveau microservice, on fait un fichier YAML en donnant 2-3 specs, on fait un moteur qui nous génère du code Terraform et qu'on applique, ok, en fonction des différentes conditions. Et en fait, ce moteur, quand il fait un nouveau MS, en fait, il va créer les SLO dans Datadog. Mais comme il a dit Clément, ça reste, pour l'instant, c'est pas très customisé. C'est histoire de créer l'objet, de dire on a fait les SLO pour
pour tous les microservices avec des trucs de base, avec un timeout à 2 secondes ou je ne sais trop rien. Je connais pas les spécificités. On n'est pas encore, on est loin du niveau de maturité de Blablacar qui a fait le tour justement de tous les MS et toutes les équipes pour faire en sorte justement de fine-tuner Ouais, les, on a... les mais c'est SLO la même par rapport démarche, aux hein. besoins spécifiques. On a à peu près la même démarche parce que nous, les ressources cubes Prometheus Rule pour calculer les SLO. Et tout ça, mais c'est sur la base d'un petit fichier Libsonet, c'est du JSONet quoi, que les services team placent à côté de leur service. Et ils donnent leur threshold, je sais pas moi, l'évaluation de Windows, etc. Le nom de leur route qu'ils veulent catcher, le sélecteur qui permet d'attraper les bons événements, enfin, quelques petits paramètres. Et derrière, on a développé une librairie de JSONet qui va aller parser ce fichier et qui du coup va créer la ressource cube qui ensuite va être déployée sur le cluster Kubernetes. Mais finalement, c'est la même chose, hein. Si vous c'est Terraform qui cache un fichier YAML, c'est c'est à peu près la même chose. En termes de restitution donc aux équipes, donc Clément a évoqué le fait effectivement chez Mano Mano, toutes les semaines, il y a un affichage de cet état de santé qui est présenté à l'ensemble des équipes tech, donc produits et engineering. Chez Blablacar, comment vous restituez ces informations? Est-ce que c'est des informations par équipe, au niveau de la compagnie? Enfin, comment sont restituées ces informations de SLO à l'ensemble euh, aux différentes personnes de Blablacar? Ça reste encore très focusé sur l'engineering. On travaille en ce moment justement avec le produit sur ces réflexions-là et voir comment on leur communique et comment ça peut leur apporter des insights pour décider de nouvelles. Enfin voilà, que ça apporte de la réflexion sur l'établissement des roadmaps. Et pour l'instant, ça reste très technocentré au sein de l'engineering, à vrai dire. Donc ça sert aussi pas mal pour les équipes de dev, très concrètement quand ils commencent leur sprint. Il y en a pas mal qui jettent un œil sur leur SLO qu'ils ont. Parce que nous, on utilise des sliding windows. En fait, à un instant T, ils ont le SLO des 30 jours précédents. On fait pas des SLO genre le 30 mai, le 30 juin, etc. Donc au début de sprint, ils regardent où ils en sont dans leur SLO. Et puis du coup, ils ont tout de suite des actions à prioriser, enfin du moins ils priorisent des tâches de leur backlog en fonction de ça. Ils peuvent se dire, bah là, il y a un truc à jouer sur la reliabilité sur tel sujet, bon, on va le prioriser sur le sprint. Ou pas. Ok. En lisant ton article, donc on vous postera sur le Slack l'article de Blablacar sur la démarche autour de SLI et SLO. Dans le dernier chapitre, vous parlez d'un effet de bord sur le on-call, enfin sur les astreintes liées au SRE, c'est-à-dire, et donc qu'est-ce qui est, si tu peux nous en parler un petit peu, effectivement, de cet effet de bord, de cette mise en œuvre de SLO sur les on-call. Et bah, il y a des effets intéressants, c'est que pas mal d'équipes ont désactivé leur alerting sur juste des CLI en fait. C'est-à-dire qu'en gros qu'un pod tombe en crash loop back-off enfin on s'en fout complètement parce que de toute façon Cube ils vont repopper un autre. Et s'il n'y a pas d'impact client, en fait, on s'en fout qu'un pod crash. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si l'utilisateur il vit une mauvaise expérience, oui ou non. Du coup, en fait, ils avaient plein d'alertings sur des indicateurs comme ça et qui servaient finalement à rien. Ils en ont enlevé plein. Donc ça, c'était enfin, un impact plutôt positif. Le deuxième impact qui était un petit peu plus pernicieux, c'est que du coup, l'alerting, c'est un alerting qui est très haut niveau et qui dit juste que l'utilisateur vit une mauvaise expérience en ce moment. Et du coup, il n'y a plus vraiment de notion de runbook. Avant, c'était genre, il se passe telle chose, le système d'alerte, il pop une alerte, et là, le runbook pour régler l'alerte. Les gens, finalement, étaient habitués un peu à ça. Maintenant, c'est pas ça. C'est l'utilisateur vit une mauvaise expérience, donc les gars, il faut aller diguer, voir ce qui se passe. Donc, au début, il y a des gens, ils recevaient une alerte, ils disaient, ouais, d'accord, mais j'en fais quoi? Et ben, enfin, il faut chercher, en fait. Parce que ça dit juste qu'il y a un problème, il faut aller creuser. Il n'y a plus la solution, le runbook qui dit il faut faire telle action. Donc il y a un petit changement finalement de comportement face à l'alerte, quoi. Et ce que j'avais lu aussi, c'était l'aspect de dire qu'il peut y avoir effectivement
euh, que la valeur du SLO enfin, des choses pouvaient varier et qu'on allait tenir compte de ça pour se dire, bah, c'est pas très grave, effectivement, comme tu disais, s'il y a un pote qui est tombé, il y a un autre qui va redémarrer à côté, et donc on va pas lancer d'alerte par rapport à ça, c'est-à-dire que on regardait ça aussi plus dans le temps, et on avait un peu des prédictions en disant bah là s'il y a ça qui va se passer, bah ça sert à rien de faire et on n'intervient pas tout de suite quoi. Ouais, Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement, vu qu'on a un budget d'erreur, ce qui compte, c'est d'intervenir au moment où le budget d'erreur il crabe trop vite. Donc, si c'est juste une petite erreur ponctuelle qui arrive, ça sert à rien de réveiller à 3 heures. Par contre, mais par contre, c'est intéressant de le noter. Donc, on génère avec ce système de burn rate, on génère des alertes warning qui vont pas sonner la nuit. Mais par contre, le lendemain matin, quand l'ingénieur arrive à son bureau, il va voir qu'il y a une alerte warning concernant tel SLO, et donc le user est en train de vivre une mauvaise expérience. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que avant, avec Prometheus, ce que faisaient les équipes, c'est qu'ils disaient s'ils mettaient un fort dans l'alerte Prometheus qui est trop court, ça sonnait souvent. Une toute petite erreur et bim, ça collait une alerte. Donc ça réveillait tout le monde. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis bon bah l'alerte, il faut qu'elle dure, enfin que la condition qui déclenche l'alerte dure au moins 15 minutes. Et donc il faut que l'alerte soit valide 15 minutes pour que ça pop une alerte. Très bien. Sauf que si l'alerte, si la condition dure 14 minutes et s'arrête, ça sonne pas. Et si ça reprend après 14 minutes, ça sonne pas. Et si ça s'arrête et ça reprend après 14 minutes. Donc au final, on peut avoir 3 fois 14 minutes d'interruption et le gars il est pas réveillé. Et ça, c'est pas cool. Et alors, avec ce système de burn rate, c'est qu'on a des échelles d'évaluation qui sont variables, et du coup, on peut catcher les alertes sur des échelles de temps qui sont longues, plus grandes, et surtout de voir l'impact de l'alerte. Et du coup, ça fait un alerting qui est vachement plus pertinent en fait. ok. Je sais pas si j'ai été méga clair. Si si. Shai, de notre côté, on a, enfin, comment, est-ce qu'il y a eu un impact des SLO sur le N-call des SRE ou pour l'instant on n'a pas encore. On n'a pas d'on-call axé sur les SLO. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas à leur niveau de maturité là-dessus. On reste ou alors j'ai loupé des trucs, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'alertes. On reste sur des trucs assez basiques, sur les erreurs 500 sur le site principal, la chute du BV, hein, business value, c'est le nombre d'achats, on va dire, de transactions qui sont faites sur le site. Les latences, en fait, on reste assez, on va dire, relativement bas niveau, même si on n'est pas dans les bas sphères par rapport à juste mesurer sur des SLO, quoi. Ok. Et en fait, on essaie justement, c'est un des sujets de Clément, mais bon, c'est quand même assez compliqué, avec plus de 180 microservices, ça commence à devenir compliqué de voilà, faire le tour de tout le monde, être sûr que on a des SLO qui veulent vraiment dire quelque chose par application, et on commence à faire sauter les alertes basiques, très bas niveau, et on s'axe vraiment sur des SLO qu'on va dire, là, je mesure quelque chose qui a vraiment un impact, donc c'est la peine de réveiller quelqu'un. Plutôt que d'avoir un réveil automatique sur des mécanismes bas niveau, où ça va s'auto-résolve le temps que le gars se réveille de sa sieste et qu'il ouvre la console, quoi. Ok. On va passer aux questions. Il y a pas mal de questions, donc si un petit peu scroller, Christophe, c'est cool. Je sais pas si vous les voyez aussi. Bon, il ment, il C'est bon. s'appelle Lucie, c'est marqué derrière. Bon, oui, Fred, tu mens, c'est sûr. Du coup, vous utilisez des outils comme des APM. On a répondu sur l'aspect outillage. Je retourne la question de tout à l'heure. Vous avez commencé par quel SLI? Ah ouais, comme disait Shai, HTTP request latency et HTTP request availability. Donc on teste les 500, 200-500, le rapport des 200-500 pour avoir le success ratio et sur la latence. Ok. C'est le deux plus simple et plus facile. Autre question, est-ce que c'est vos product owners, business owners et vos UX qui définissent les SLO ou c'est vous? Très bonne question. Ça, c'est l'équipe de dev pour l'instant. C'est les SLO de leur endpoint. Donc c'est eux qui le font. À terme, ce qu'on aimerait, c'est inclure le produit dans la réflexion
et avoir des cellos plus business sur des parcours, par exemple, les parcours utilisateurs, plutôt que sur des endpoints et juste des single calls, quoi. Ok. Genre, est-ce que mon flow de sign-up a bien fonctionné ou pas? Et donc là, forcément, c'est le produit qui va, enfin, conjointement avec l'équipe de dev, qui va définir un objectif là-dessus. Et ça, on n'y est pas encore là. Là, c'était, je pense, quand Clément parlait, l'équivalent d'une sonde Elfi, enfin, sur la santé un peu de la plateforme. En dehors de l'aspect purement technique, avez-vous des indicateurs en rapport direct avec la satisfaction client et comment sont-ils mesurés? Donc on a eu l'aspect plus mano-mano, bah, on surveille le volume d'affaires, donc c'est pas ou le fait que la plateforme est tombée ou pas. Donc la satisfaction client, pour l'instant, on est plus sur la plateforme marche ou marche pas, ou effectivement si on voit que le volume d'affaires tombe, bah, c'est que a priori les gens doivent pas être très contents. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on recroise des informations avec le CSAT, la satisfaction client. Enfin, tu peux me contredire, Shai, mais Non, j'ai pas ça en en fait, tête. je pense que le côté satisfaction client et il y a pas d'intégration avec toute la partie SLO et Datadog, ou alors j'ai raté beaucoup de choses. Hmm. C'est vraiment, pour l'instant, c'est un peu un channel à part où tu as, les équipes métiers et les équipes de support client qui agrègent plein de stats et qui, de leur côté, et qui nous font des présentations. Mais c'est vrai que peut-être un truc intelligent dans l'évolution, c'est en fait que tous ces stats soient poussés dans notre serveur de métrique, dans l'occurrence Datadog, et qu'on fasse des SLO intelligents, quoi. Qu'on fait des trucs masqués sur est-ce que le ressenti client, est-ce qu'on peut le masquer, est-ce qu'on peut le mapper sur l'évolution du BV, tu vois. Hmm. Sur le fait que bah, on a une chute de BV quand les clients sont pas contents parce qu'ils ont plein de 500, que le site est lent, ou ce genre de choses. Et Ouais, chez, c'est une source importante, ouais, le client, soit par un CRT ou via un indicateur, comme tu dis, que le BV, c'est vachement bien, c'est un système, en fait, parce que ça doit rester une boucle d'amélioration continue. Et plus il y a, enfin, c'est pas, faut pas non plus rajouter plein d'inputs, mais des inputs pertinents qui viennent alimenter le système, c'est vachement bien en fait. Il n'y a pas que l'aspect technique que j'ai sorti. Une latence intéressante, mais ça dépend surtout comme profil d'utilisateur. C'est lui, in fine, qui est le juge de paix là-dedans. alors, il y a une remarque de, effectivement, le rêve, c'est avoir des SLO comme critère de definition of done au niveau d'un développement. C'est un vaste sujet qu'on tente de mettre en œuvre avec les équipes LAS, Transfo dans Safe actuellement. Alors je sais pas, JR, dans quel il est. D'accord, ok. Est-ce que les indicateurs du Core Web, Vitals, LCP, Feed, CLS sont pris en compte dans vos objectifs et si oui, comment vous les calculez? Ça, c'est la question. La question. Terme-le. Je peux entendre la Ouais, c'est question. la question. Ah bah là, voilà, on a Clément. Il va pouvoir répondre à la question parce que je pense que c'est une question pour Clément. C'est une question un peu hard. Est-ce que les indicateurs du Core Web. Ah, tu peux pas parler. D'accord. Donc, juste avec des signes. Non. Donc, du Core Web Vitals, LCP, Feed, CLS sont pris en compte dans vos objectifs. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, Est-ce convenablement. Parfait. est-ce que. Est-ce que c'est pris dans nos objectifs? Eh bien, on les traque. Alors, on les traque comment? On les traque de plusieurs manières. On vient les collecter sur des données qui sont publiques. Google publie ces données-là. Donc, c'est des données. Ces indicateurs, en fait, vont être sur la somme totale des pages les plus visitées de nos sites. Et on vient collecter des points de données là-dessus. Ça nous donne vraiment une idée macro quelles sont les valeurs de ces trois indicateurs Web Vitals. Ensuite, on les collecte aussi en mode lab avec des outils comme Lighthouse. Et puis, on les collecte sur le champ de bataille, donc en on-field. Et ça, on le fait avec du run. Donc, en fait, on a vraiment plusieurs moyens de collecter ça. Alors, à quoi ça nous sert? Notamment, ça nous sert à savoir si notre site suit les bonnes pratiques. Et chacun de ces indicateurs veut dire quelque chose. Donc, les trois Web Vitals les plus connus sont le LCP, le FID et le CLS. Et comment on les utilise là actuellement? En fait, on challenge les équipes.
si on voit qu'on a des drops ou ce genre de choses, on commence à monitorer différentes choses. On vient aussi d'ailleurs les regarder dans la console Google. Ces métriques sont disponibles. Et donc on challenge les équipes. Alors, ce qu'on fait chez Mano Mano, là, pour l'instant, c'est qu'on a une grosse application, une grosse SPA. Donc il y a beaucoup de développeurs autour de cette application. C'est assez difficile de déterminer quelle est l'équipe qui a fait chuter les notes globales. Mais par des sondes qu'on met, justement, on vient regarder nos pages les plus vues. Donc on vient vraiment regarder 4 types de pages les plus vues. Et là, on collecte ces Web Vitals. Alors, les Web Vitals, ça reste quand même des notes très haut niveau. Et il y a des indicateurs de web performance qui permettent de mieux expliquer pourquoi le LCP a chuté. Et voilà. Donc, en fait, on a des sous-indicateurs, des indicateurs juste en dessous, et là qui nous permettent de comprendre pourquoi le LCP monte ou descend. Et voilà. C'est très important. Typiquement, ces indicateurs, c'est ceux qui sont utilisés de manière pondérée pour définir la publication d'un grand palmarès des sites e-commerce les plus performants en France. C'est le palmarès du JDN qui est publié tous les mois par l'équipe de Fasterize. Et c'est ces 3 indicateurs-là qui sont utilisés. Donc c'est une très bonne manière de challenger les équipes, puisque leur dire qu'on concourt face à d'autres sites e-commerce et qu'on essaye d'être plus performant, aussi, c'est vraiment très intéressant. Donc nous, on traque aussi notre position dans le JDN et on arrive à l'anticiper 15 jours avant, savoir quelle va être notre place et quelle sera, est-ce qu'on va être au-dessus, en dessous, est-ce qu'on gagne, etc. Pour l'instant, ça ne bloque pas de déploiement. En revanche, avec tous ces systèmes de sondes dont je vous ai parlé, des sondes, ce qu'on collecte, si on voit qu'on a une régression sur ces 3 indicateurs, on le voit tout de suite et on est capable de rollback, qui est plutôt intéressant. Voilà. Je vous ai dit beaucoup de choses. Ouais. Merci. Bonjour. Madeleine. Donc on arrive à la fin de cette table ronde et je certifie, elle est bien ronde. Parce que certains disent qu'elle est carrée, mais je suis désolé, c'est un rond, c'est comme ça. Et donc on vous remercie. Je ne sais pas si Fred ou Shai ou Clément ou Madeleine, vous avez un dernier mot à ajouter. Mais sinon, c'était très intéressant. Et je vous renverrai effectivement à l'article de Frédéric. Et n'hésitez pas sur notre Slack à continuer à dialoguer si vous avez des questions ou des interrogations sur ce sujet. Moi j'ai pas grand chose à rajouter. Merci en tout cas pour ça. Merci à tous. Ouais, pareil. Merci. Bonne soirée. Salut. Bonne Merci. soirée. Très bonne soirée à tous.